En 1954, le studio japonais Toho se lance dans la production de Dans l'ombre de la gloire, soit une histoire d'amour se déroulant pendant l'occupation japonaise de l'Indonésie. Ironiquement, des tensions politiques poussent les autorités indonésiennes à refuser les visas des réalisateurs. Le producteur Tomoyuki Tanaka est donc dépêché sur place pour négocier. Bon, la négociation tourne court, mais sera plus qu'extrêmement lucrative pour le studio parce que c'est sur le vol retour, alors que Tanaka regarde la mer en dessous, qu'il a une idée pour remplacer Dans l'ombre de la gloire. Il s'inspire de 3 films. D'abord de King Kong qui vient de ressortir au Japon et qui fut un énorme succès, puis du Monstre des temps perdus, célèbre film de monstres américain dont les effets spéciaux sont supervisés par Harryhausen et qui raconte les ravages d'un dinosaure réveillé par une bombe nucléaire. Et on en parle dans notre podcast sur les dinosaures d'ailleurs. Enfin, il s'inspire de l'affaire du Daigo Fukuryu Maru survenue quelques mois plus tôt. C'est un bateau dont l'équipage a été irradié par des tests nucléaires américains. Son idée, c'est un film de monstres, de kaiju en japonais, qui entre en résonance avec la peur de la bombe A et le traumatisme qu'elle a engendré. Un film qui sera nommé bien plus tard Godzilla. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire de la franchise, mais c'est bien de garder en tête que même si elle est aujourd'hui intimement liée à la culture japonaise, elle et le genre qu'elle a instigé ont des inspirations américaines. Donc en soi c'était assez logique que les Américains s'emparent du roi des monstres à leur tour. Et c'est quand même étonnant qu'ils ont attendu plus de 40 ans et 22 films pour le faire. Ce qui n'est pas étonnant en revanche, c'est qu'ils aient complètement foiré leur adaptation. Heureusement, entre-temps, on a eu une autre version, beaucoup plus fidèle, laquelle a engendré un univers étendu qui continue de s'étendre d'ailleurs, puisque la série Monarch arrive bientôt sur Apple TV+. Et oui, j'ai commencé à regarder et non, j'ai pas le droit d'en parler. Finalement, est-ce que Godzilla aux États-Unis, c'est pas une parfaite petite histoire de rédemption hollywoodienne? Ou plutôt, comment on est passé de ça à ça? Et comment Gareth Edwards a sauvé le Godzilla américain, voire Godzilla tout court? Eh bien, on va voir. Mais avant, je dois vous parler d'autres gros monstres, les GAFAM, qui menacent de plus en plus notre petit modèle économique. Vous le savez probablement, mais cette chaîne YouTube est l'appendice mutant d'un site internet qui galère de plus en plus, tout simplement parce que Google et compagnie sucrent nos revenus de partout, et surtout essayent de se substituer à la presse à laquelle ils préfèrent le contenu. C'est pour ça qu'on a fait une campagne Ulule, d'abord donc pour tenir un peu plus le coup, ensuite pour financer un nouveau site tout beau tout neuf, et par extension nos vidéos, nos podcasts et peut-être même de nouvelles choses. Voilà, le lien est en description et dans le premier commentaire. Qu'importe votre contribution, on vous sera infiniment reconnaissant. Fin de la parenthèse. À vrai dire, Hollywood réfléchissait à piquer Big G depuis un peu plus longtemps que ça. En fait, la version de Emmerich était le second essai, et le premier était déjà beaucoup plus fidèle aux productions Toho. Selon le producteur Cary Woods, interrogé par Sci-Fi Japan, c'est un monsieur du nom de Henry Saperstein qui a proposé en premier de faire une version américaine. Bon, et le gars savait de quoi il parlait, puisqu'il avait agi comme un véritable émissaire de la Toho et de Godzilla aux États-Unis depuis les années 1960 et émettra contre Godzilla, s'occupant des films, de la licence et de son utilisation. Il faut savoir que la Toho est très protectrice envers ses propriétés et spécifiquement envers sa star Haikai, qui est, faut-il le rappeler, une icône absolue. Faut dire que ça serait dommage qu'il lui arrive quelque chose, Mais le studio donne la permission à ce collaborateur émérite de pitcher des idées pour un film Godzilla chez l'oncle Sam. Saperstein rencontre donc des producteurs qui développent des projets sous la bannière de Columbia et TriStar, filiale de Sony. Et ces producteurs flairent le potentiel d'une adaptation qui fait envie. Dès le début, ils décident de prendre en compte la prise de position anti-guerre de l'original, contre l'avis des pontes de la firme d'ailleurs. Mais Cary Woods, l'un de ses producteurs, ne se laisse pas démonter et décide, sur conseil de sa femme, de passer au-dessus des sous-fifres et pitcher directement le truc à Peter Gruber, le big boss de Columbia. Et contre toute attente, ça marche. La réaction du bonhomme aurait été grosso modo Godzilla, le monstre qui crache du feu? Bah ouais, carrément! Voilà, c'est une réaction appropriée parce que la production du film est annoncée en 92 pour une sortie en 94. Et devinez qui va débarquer en 93? Là, je vais vous faire rêver. Le scénario est signé Ted Elliott et Terry Rossio, qui plus tard vont s'occuper de Shrek, de Small Soldiers et des Pirates des Caraïbes, avec une histoire de vengeance largement inspirée de Moby Dick et un combat contre un autre kaiju du nom de Griffon, vu que King Ghidorah était pas dans le deal. À la réalisation sont envisagés Tim Burton, Joe Dante, Ridley Scott, Sam Raimi, Robert Zemeckis et James Cameron auraient même posé ses yeux sur le script à un moment. Finalement, après des mois et des mois de recherche, c'est Yann de Bont, à peine sorti de Speed, qui entre dans la danse.
Des rumeurs parlent d'un budget entre 50 et 65 millions, soit à peu près l'équivalent de Jurassic Park. Stan Winston et son Winston Studio, à peine sortis de Jurassic Park justement, s'occupent des designs. Les CGI pour l'époque sont si ambitieux que même ILM refuse, expliquant qu'ils n'ont pas les capacités techniques pour s'en occuper seuls. Et le gagnant est finalement Digital Domain, la boîte de Winston, Cameron et Ross, laquelle s'est vue allouer 6 mois pour concevoir les logiciels qui leur permettront de donner vie à Godzilla. Sans compter bien sûr notre boîte d'effets spéciaux engagée pour l'occasion. Pour laisser le temps à tous ces gens, le tournage est avancé jusqu'à novembre 94, puis à mars 95. Et là, patatras, les multiples problèmes financiers de Sony rattrapent le projet, d'autant qu'en pleine production, le budget aurait grimpé à quelques 140 millions de dollars que le studio craignait de voir atteindre les quelques 200 millions quelques mois plus tard, et malgré des tentatives de compromis avec le réalisateur, celui-ci est forcé de claquer la porte. Le studio engage un scénariste pour réécrire le film, le repropose à d'autres réalisateurs, dont un David Fincher, apparemment plutôt enthousiaste, mais à l'époque loin d'être dans les petits papiers des studios après Alien 3. Toutefois, Sony reste méfiant et c'est la fin de cette belle version. Et c'est bien dommage parce que maintenant qu'on a accès à plein de documents issus des phases de pré-production, on sait à quel point ce projet avait pour ambition de respecter le personnage. Et oui, j'ai bien dit, le personnage. Sans oublier d'injecter une ADN internationale, idée que Tanaka aurait d'ailleurs largement approuvée. Pendant tout le processus, les artistes impliqués ont bravé les décisions de Tristar et Sony qui ne voyaient pas d'un très bon œil cette passion pour le Godzilla japonais. Et tout ça, c'est aussi parce que, comme je l'ai dit, la Toho est extrêmement protectrice. En amont de la production, ils avaient fourni un document estimé selon certaines sources à 75 pages explicitant les prérequis d'un film Godzilla. C'était Godzilla mode d'emploi en gros, avec des directives comme Godzilla ne mange pas de gens, il doit venir d'un accident nucléaire, Godzilla a 3 rangées de plaques dorsales, Godzilla ne doit pas être moqué, il ne peut pas mourir à la fin, etc. Et c'était bien ça qui dérangeait Sony et plus largement les studios frileux à l'idée de s'attaquer au roi des monstres. Hors de question de respecter une figure culturelle aussi spécifique, a fortiori dans le contexte post-Jurassic Park, où l'Amérique vient de se doter de son nouveau monstre national, le T-Rex. D'ailleurs, au moment de négocier pour baisser le budget, en pleine tourmente, le studio aurait, selon Yann de Bont, essayé de profiter de la situation pour imposer un Godzilla moins japonais. Un monstre américain parmi d'autres, un dinosaure bien de chez eux, qui éviterait soigneusement de faire ce qu'ils ont toujours rechigné à faire, s'intéresser à une forme de spectacle différente. Et ils ne se feront pas prier avec le film qu'ils vont bien parvenir à faire, à savoir Godzilla de Roland Emmerich et de son fidèle scénariste Dean Devlin. En fait, Chris Lee, l'un des producteurs, avait déjà harcelé le duo à l'époque du tournage d'Independence Day. Et la réponse était toujours non. Pourquoi ? Eh bien parce que Emmerich en avait rien à secouer de Godzilla. Pour lui, et il l'assume, il s'agissait d'une ridicule mascarade pour gosses, mais après le succès monstrueux de Independence Day, eh ben ils se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied en termes de blockbuster. Alors faute de mieux, eh ben ils se sont rabattus sur Godzilla. Et ça a rassuré Sony, qui a enfin trouvé un réalisateur bien américain, enfin le plus américain des Allemands, et surtout bien prometteur économiquement. Emmerich et Devlin regardent le premier Godzilla quand même, un peu comme quand tu googles le nom d'une entreprise un quart d'heure avant l'entretien d'embauche, et Emmerich ne tient même pas devant toutes les suites qui l'emmerdent profondément. Selon lui, il a l'impression de toujours voir le même film. Et ouais, c'est Roland Emmerich qui dit ça. Ouais. Il pourrait se baser sur le script de Rosso et Elliott, mais non, les deux monstres qui se mettent sur la tronche à la fin, lui il aime pas trop ça, c'est trop puéril, vous comprenez. Alors il reprend tout de zéro, ne récupérant que le concept du nucléaire comme point d'entrée et ignorant le classique de 54 ainsi que ses suites. Eux, ils veulent en faire tout le contraire de la version de Yann de Bont. Un gros dinosaure hyper rapide qui casse des trucs et amuse les ados. Autant vous dire qu'à ce moment, tous les exécutifs de Sony qui se battaient depuis 4 ans avec l'équipe, ils ont sorti le champagne, les flûtes et le chéquier. Moi j'avais jamais trop compris comment Emmerich a pu s'embarquer dans l'adaptation d'une franchise qu'il détestait à ce point. Godzilla, what do you think? A movie I never wanted to make. Mais depuis, je modère les commentaires Facebook d'écran large et je vois certaines personnes nous expliquer combien ils nous méprisent tous les jours depuis plusieurs années. Donc clairement, certaines personnes aiment se faire mal, je ne kick shame pas. Mais alors, comment la Toho, qui je rappelle avait pondu le petit Godzilla illustré, a-t-elle pu donner son accord alors que le design validé par Emmerich et Devlin misait tout sur la vitesse, et ce parce que le design original n'avait, je cite, pas de sens. D'ailleurs, le réalisateur avait faxé au nouveau creature designer Patrick Tapopoulos la liste du studio japonais concernant son apparence, mais l'intéressé ne l'aurait jamais reçu.
Bien voilà, il y a vraiment eu une réunion au Japon, hein, avec Emmerich qui s'est expliqué devant les gros bonnets de la Toho, et Tatopoulos qui a révélé son design, lequel a jeté un méga froid dans la salle, mais après une nuit de réflexion de leur part, ils ont fini contre toute attente par valider le truc. Pourquoi? Alors déjà, l'état de santé du producteur original Tomoyuki Tanaka ne lui a pas permis d'assister à la réunion en question, et les dessins n'ont même pas pu quitter les bureaux, donc on lui a raconté à l'oral la chose. Ensuite, je pense surtout qu'il est important de souligner qu'à ce moment, la Toho a conclu sa dernière ère de Godzilla, l'ère Heisei, avec l'excellent Godzilla vs Destoroyah, et ce choix vient peut-être aussi du fait qu'ils voyaient eux aussi dans la version américaine une manière de relancer la saga après une salve de films aussi grandiose. D'autant que l'accord passé avec Sony leur garantissait de distribuer le résultat au Japon. Bref, il est tout à fait possible que la Toho ait à ce moment besoin d'un Godzilla, et ben voilà, tant pis si c'est le cousin consanguin du leur. Parce qu'au fond, bien évidemment, le film a eu droit à son lot de réhabilitation sur Twitter, et il a dû marquer l'enfance de quelques futurs criminels. Après tout, vous avez tout à fait le droit de voir dans cette adaptation un spectacle généreux, voilà, tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais force est de constater que le film est un cas d'école de l'américanisation d'une figure non occidentale, voire bon voilà de l'humiliation pure et simple du roi des monstres. Ouais, désolé. Et c'est quand même bien gonflé de se moquer des puristes après ça. Godzilla. Where did he come from? Why is he here? And it's Gojira, you moron! Godzilla 98 a quand même cela de précieux d'être multi-offensif. Un véritable emmerdeur international, puisqu'il parvient à insulter à la fois les Japonais et les Français. Sacré exploit. You call this coffee? I call this America. Bon, je vous parle même pas du malaise de glorifier à ce point l'armée américaine à la suite d'une franchise qui a été bâtie sur sa puissance meurtrière. Qu'on adhère ou pas aux critiques assassines de la presse et de quiconque incapable de prendre son pied devant des images de New York qui prend la flotte pendant 2 heures, Godzilla 98 va faire plus de mal que de bien non seulement à la licence mais aussi au personnage. Une bonne partie des responsables du désastre vont regretter la chose et reconnaître leur erreur, mais même le premier but ne sera pas vraiment atteint puisque le film a été bien moins performant que prévu au box-office, enterrant les projets de suite. Côté japonais, c'est la cata. Il faut mesurer la trahison que sera le film chez les fans du bestiau. La plupart des artistes clés de la licence exprimeront leur mécontentement, voire carrément leur dégoût, sauf Tanaka, qui est décédé avant d'avoir eu la malchance d'assister à une séance. Preuve que la faute ne sera jamais complètement pardonnée. Plusieurs films Godzilla ultérieurs vont carrément se moquer de leurs confrères foirés, comme dans All Monsters Attack, scène hyper drôle. The New York attack was Godzilla, right? That's what all the American experts claim. Pour les 50 ans de la saga, la Toho sort le méga foutraque Godzilla Final Wars, dans lequel le vrai Godzilla marave la tronche de son collègue américain sur un fond de We're all to blame, donc littéralement on est tous à blâmer de Sum 41. Bon, je crois que c'est plutôt clair là. Et ouais, le Godzilla de Emmerich fait bien partie de l'univers Godzilla japonais du coup. Seulement, il ne s'appelle plus Godzilla, mais Zilla, nom trouvé pendant la production de Final Wars, car selon le célèbre producteur Shogo Tomiyama, they took the god out of Godzilla. Donc littéralement, ils ont pris Dieu de Godzilla. C'est moins un clin d'œil ironique qu'un triste constat, parce qu'à cette période, les films Godzilla ne fonctionnent plus vraiment. Final Wars déçoit box-office, impose une pause de 10 ans à Big G et devient malgré tout l'ultime preuve que Emmerich n'a pas créé de Godzilla Mania aux 4 coins du monde, comme escompté. Vraiment un gâchis à tous les étages. Alors quand le boss de Legendary, Thomas Tull, revient en 2010 auprès de la Toho pour leur demander les droits de la saga, il fait amende honorable, bien conscient que le studio japonais est un poil échaudé par sa précédente collaboration américaine. Dans le communiqué, il précise bien en premier « Notre plan est de produire le Godzilla que nous voulons en tant que fans, voulons voir. On a l'intention de rendre justice à ces éléments essentiels. Blablabla, blablabla. Sous-entendu, on va pas vous faire une Sony. » Mais c'était facile à dire, encore fallait-il le faire. Parce que l'enterrement de la version de Yann de Bont au profit de la Zumba d'Emmerich a surtout démontré qu'avec toute la bonne volonté du monde, les lubies d'Hollywood sont tenaces. Pour prouver sa bonne foi, Legendary a donc fait l'exact inverse de Sony. Plutôt que de se jeter sur un réalisateur qui n'avait même pas envie de faire le film pour la seule raison qu'il a fait péter d'un seul coup la Maison Blanche et le box-office, ils ont sélectionné un jeune auteur venu des effets spéciaux, qui venait en plus de se faire remarquer en festival. Ce réalisateur, c'est Gareth Edwards, qui a réalisé le ultra fauché et néanmoins superbe Monsters, dont je parle dans ma vidéo sur The Creator. C'était la meilleure façon de s'assurer qu'il était bien passionné par le lézard géant, ainsi que par le projet, puisqu'après Monsters, justement, il s'est fait courtiser par tout Hollywood. Ensuite, il décide de partir sur l'approche qu'a violemment rejeté Emmerich par mépris, à savoir le pur Kaiju Ega, avec un combat de monstres à l'ancienne. En termes de design, Legendary et Edwards cherchent autant à s'approcher de la version japonaise que de s'éloigner de la précédente version américaine, les deux citant explicitement 98 en contre-exemple. Le travail sur le design va au-delà de la reconstitution simple.
À Indie London, Edwards expliquait qu'ils avaient commencé à travailler sur le monstre en établissant sa silhouette avec une version sur ordinateur toute noire sur fond blanc. Car selon eux, Godzilla est Godzilla, à savoir une icône, au sens quasi premier du terme. C'est remettre le God dans Godzilla. Attends, c'est bizarre cette phrase. Même processus pour ce cri incroyable qui me fout encore des frissons, ce gigantesque rugissement suivi d'un écho plus sombre, comme pour résumer toute la majesté, puis le poids symbolique du monstre. Et parlons-en de la symbolique, pas question non plus de recopier la version japonaise, avec son monstre, Edwards traite aussi de la question du nucléaire, mais avec des parallèles beaucoup plus contemporains, notamment bien évidemment la catastrophe de Fukushima, qui était parvenue à peine quelques années auparavant, et qui est au cœur de la première partie du film. Pour des références évidentes, mais auxquelles le réalisateur donne une gravité inattendue, car contrairement à ses collègues, il n'hésite pas à montrer la mort, la conséquence directe de la destruction des monstres. Enfin, je trouve ironique que cette version soit finalement beaucoup plus proche de Spielberg que la précédente. Ici, on ne fait pas pondre des œufs à Godzilla pour avoir ses propres raptors numériques, ici c'est la mise en scène qui reprend le sens du spectacle du cinéaste, révélant la créature par synecdoque, partie par partie, avant de dévoiler d'un mouvement vertical l'ampleur de la bête, toujours d'un point de vue humain incapable de l'appréhender dans son immensité, là où Emmerich comptait surtout sur ses nombreux monday shots de destruction de masse. Cette version ressemble finalement beaucoup plus à Jurassic Park que l'autre dans sa réalisation, et c'est ce que souligne très justement je trouve le hors-série Mad Movies que j'ai là juste derrière. Les personnages humains ici sont moins de vrais personnages que des témoins par lesquels la mise en scène va souligner la majesté de Big G. C'est leur principal rôle, notamment celui du personnage de Aaron Taylor Johnson, qui est trimballé de scène grandiose en scène grandiose, et c'est à peu près tout. T'as la séquence du Halo Jump bordel, mais Hollywood va s'en nourrir pendant 10 ans minimum encore. Et encore une fois, on y adopte littéralement un point de vue humain en plus. Alors bien sûr, cette approche, qui fait des humains des outils pour mieux appréhender les monstres, a été largement critiquée, parfois à juste titre. Et d'ailleurs, dites-vous que le script a subi une réécriture par Rian Johnson, demandée par le studio parce que ça manquait de caractérisation. C'est dire à quel point Edwards a mis l'accent sur les kaiju plutôt que sur les humains. Car pour lui, ce sont eux les véritables protagonistes. Et c'était aussi son objectif, je le cite là-dedans, que les spectateurs ressentent l'excitation qui s'empare d'un gosse de 10 ans devant ce genre de spectacle. Et c'est réussi, Gareth, c'est réussi! Godzilla 2014 a plus marché que la version 98, même si c'est pas non plus le carton du siècle. Mais il a eu l'effet inverse sur la franchise et la perception du personnage Godzilla, auquel il a rendu ses lettres de noblesse. Aux États-Unis, vous le savez, il a engendré un univers étendu dont les Américains sont friands, et finalement qui d'autre était plus légitime, vu son passif pendant l'ère Showa. Et au Japon, le film a relancé l'intérêt de la Toho, qui a annoncé en décembre 2014 un nouveau Godzilla, pour profiter des retombées de son cousin Yankee. Ça va donner Shin Godzilla, le vrai grand chef-d'œuvre de l'ère contemporaine du roi des monstres, et plus largement selon moi de la culture populaire du 21e siècle carrément. Puis ensuite ils vont partir sur d'autres itérations. La prochaine Godzilla Minus One devant sortir en fin d'année au Japon, et ça a l'air exceptionnel. Et d'ailleurs au vu de la bande-annonce, le design lorgne très légèrement sur celui de Legendary. Comme quoi. Ma conclusion avec cette très longue histoire, c'est pas qu'on doit se prostrer devant les versions originales, en faire une sorte de totem ou de fétiche. La version de 2014 prend plein de liberté elle aussi. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est sacré, mais que le cinéma grand public hollywoodien a finalement un immense pouvoir sur l'image des figures qu'elle traite. La version d'Emmerich a fait du mal à Godzilla. La version d'Edwards lui a fait du bien. Et qu'on aime ou pas l'un et l'autre des films, vous aurez peut-être deviné en étant attentif que j'aime bien la deuxième, ils ont tous les deux eu un impact sur la perception du monstre dans la culture qui l'accompagne, y compris dans son Japon natal. Pour autant, il est tout à fait possible de se réapproprier les choses tout en n'abîmant pas leur image, comme l'a prouvé Edwards. Après bon, on peut aussi faire du gros kaiju porn servile, comme dans le 2, mais c'est quand même moins intéressant, bien que très rigolo. L'histoire de Godzilla aux États-Unis devrait inspirer les studios hollywoodiens, mais c'est pas encore vraiment le cas. Alors je vais juste me remater Shin Godzilla en priant que Sony chope jamais les droits de Gamera. Si la version de Yann de Bond vous intéresse, je vous conseille l'article gigantesque de Sci-Fi Japan, où on peut retrouver même les synopsis complets produits à cette époque, et plein d'autres infos croustillantes. Et si vous voulez un peu plus de kaiju sur écran large, n'hésitez pas à faire un peu de lobbying en likant la vidéo et en vous abonnant s'il vous plaît. Pour nous soutenir, il y a aussi le Ulule. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!